l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 7, la représentation de la réalité. Je cite. Au milieu de progrès foudroyants, la science du XXe siècle a vu ses fondations bouleversées. Le déterminisme absolu classique, si utile autrefois, a montré ses limites et toutes les branches de la physique et même de l'astronomie sont devenues un mélange de déterminisme classique et de hasard intrinsèque, irréductible au déterminisme. Voilà ce qu'annonce au début du XXe siècle Max Weber, bien avant que le traumatisme des deux guerres mondiales ne vienne achever de déconstruire le temple que les positivistes avaient érigé pour y célébrer la raison et glorifier l'esprit scientifique. Alors que s'est-il passé ? Si le peintre Georges Braque affirmait « l'art inquiète, la science rassure », n'est-on pas en droit, aujourd'hui, de penser l'inverse ? Rappelons tout d'abord que la science établit des relations qu'elle n'observe pas mais qu'elle pense. C'est ce que nous avons établi lors du podcast précédent. Elle intègre donc la relativité. Mais elle va intégrer également l'indétermination au principe même de la construction de la connaissance scientifique. À ce terme d'indétermination, l'usage a préféré souvent celui d'incertitude, qui est plus dramatique. En tout cas, c'est celui qu'on va utiliser à partir de 1927. En 1927, Werner Heisenberg affirme et montre que pour une particule de matière donnée, on ne peut pas connaître simultanément sa position et sa vitesse. Pour cela, il obtiendra le prix Nobel de physique en 1933 et, accessoirement, la mainmise sur le développement de la recherche du Reich. Plus je cherche à éclairer le phénomène d'accélération d'une particule élémentaire, plus je cours le risque d'observer une modification imprévisible de sa trajectoire sous l'effet des quantas de lumière. Il y a une probabilité, certes infime, mais qui existe tout de même, une probabilité que l'on ne puisse pas prévoir la chute de la particule. Ces théories vertigineuses qui portent sur le microcosme rivalisent en même temps avec celles que l'astrophysique va élaborer. La science va construire des modèles plus fantaisistes que les plus fictifs des fictions. Il n'est que de lire le petit livre extraordinaire de Stephen Hawking, Une brève histoire du temps, du Big Bang au trou noir, paru en 1988 aux États-Unis et vendu à plus de 10 millions d'exemplaires pour s'en persuader. La science n'est donc en rien un domaine de certitude rassurante. Les scientifiques d'aujourd'hui paraissent naturellement enclins à la méfiance. Mais c'est la philosophie qui va sonner la charge et s'efforcer de tempérer les ardeurs et les impatiences des positivistes. Nietzsche, à la fin du siècle, comme à son habitude, avait martelé, je cite, « le gai savoir ». Un monde essentiellement mécanique, mais ce serait un monde essentiellement stupide. Si l'on mesurait la valeur d'une musique à ce qu'on peut en calculer et compter, à ce qu'on peut en traduire en chiffres, de quelle absurdité ne serait pas cette évaluation scientifique ? Qu'aurait-on bien saisi, compris, connu d'une mélodie ainsi jaugée ? Rien, littéralement rien, de ce qui fait précisément sa musique. L'approche strictement quantitative qu'impose le discours scientifique, dit Nietzsche, n'est qu'une représentation appauvrissante de la réalité. Weber, en 1919, lui, va parler de désenchantement du monde que provoque le scientisme. Alors cette dernière formule est très intéressante. Parler de désenchantement du monde, c'est évoquer l'idée que nous serions libérés de la peur du surnaturel, mais au prix d'une banalisation de la réalité qui lui retire tout son charme, au sens propre comme au sens figuré. Le désenchantement conduit bien sûr à la lassitude. Mais la science ne se contente pas d'aplatir la réalité granuleuse et savoureuse de la nature. Sa visée sera plus haute. De fait, c'est ce qu'établit, toujours au début du XXe siècle, le philosophe allemand Helmut Husserl, dans un texte intitulé « La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale », texte publié en 1936 en français. Il y est montré que ce qui constitue la représentation que la science établit de la nature n'obéit qu'à une seule ambition, viser l'infini. Effectivement, la science vise quelque chose, la domination infinie sur la nature. En 1977, Jacques Ladrière va résumer ainsi l'entreprise, je cite,
La science moderne est étroitement associée à un pouvoir sur les choses et sur l'homme lui-même. Et c'est pourquoi elle apparaît liée à la technologie au point d'en être indiscernable. Et cela parce que la science moderne s'appuie sur la raison, faculté valorisée par notre culture, mais dont déjà, en 1947, au lendemain de la guerre, Max Horkheimer et Theodor Adorno, dans la dialectique de la raison, avaient déjà dénoncé l'action. Je cite, « La raison se comporte à l'égard des choses comme un dictateur à l'égard des hommes. » Par parenthèse, nous sommes en 1947. Je poursuis. Il les connaît dans la mesure où il peut les manipuler. L'homme de science connaît les choses dans la mesure où il sait les faire. Il utilise ainsi leur en soi pour lui-même. Dans cette métamorphose, la nature des choses se révèle toujours la même. Le substrat de la domination. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.